Bonjour, je m'appelle Delphine Kanza, j'ai 22 ans, je suis athlète de haut niveau en athlétisme et je suis sprinteuse sur 100, 200 et le 60 mètres en hiver. Mon rêve, c'est de faire partie des Jeux Olympiques 2024 l'année prochaine. Bienvenue sur Athlètes Mondiaux. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes Mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Delphine Kanza, championne d'Europe Espoir 2023 du 200 mètres et finaliste des championnats d'Europe en salle 2023 sur 60 mètres. Vous l'entendrez, Delphine était particulièrement contente de participer au podcast et son enthousiasme était assez communicatif, je dois le dire. Ses chiens ont également tenu à faire une petite apparition dans l'épisode, mais ça ne devrait pas gêner l'écoute. De quoi j'ai parlé avec Delphine ? De ses débuts en athlée, de ses premières expériences en grand championnat, notamment aux mondiaux seniors et aux Europe Espoir 2023, et de ses objectifs pour les années qui viennent. Bonne écoute. Salut Delphine, bienvenue sur le podcast. Salut, ça va? Ça va, je suis très contente de parler avec toi aujourd'hui. C'est ton premier podcast ? Oui, je suis trop contente. Je connais Athlètes Mondiaux, donc c'est incroyable de pouvoir en faire partie. Ah mais écoute, tu es complètement légitime. Dans des années, je me la pèterai. Je pourrais dire, c'était moi la première à l'avoir dans un podcast. J'espère. J'ai suivi tes aventures cet été. Mhm. Je me souviens très bien du moment où j'ai vu ta cérémonie protocolaire après ta victoire sur 200 mètres Oui. au championnat d'Europe Espoir, parce que je me suis dit, elle va avoir des crampes dans les joues tellement elle J'en sourit. ai eu. T'en J'en ai eu. avais l'air tellement contente, ça faisait plaisir à voir. Ça venait du cœur. T'as mis du temps à atterrir ? Ouais, franchement, encore aujourd'hui, je me dis, je suis championne d'Europe Espoir quand même. On sent que tu aimes ta vie d'athlète de haut niveau, Là, je changerais pour rien au monde. Pour rien au monde. mais tu te surprends toi-même ? Oui, mais après, c'est vrai que je m'entraîne pour. Donc, pour moi, ce que j'ai fait cette année, c'est à la hauteur de mes efforts, même s'il y a eu des points négatifs. Je me dis, bon, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Même si vraiment sur le 200 mètres, je m'attendais pas du tout. Moi, j'étais vraiment là pour le 100 mètres. Mais là, oui, sur le 200 mètres, j'ai été très surprise. Mais oui, après, je me dis, je travaille pour, donc tant mieux. Dans les grands championnats ou dans les meetings auxquels tu participes, parfois tu te pinces d'être là ? C'est vrai que dans les grands championnats, il y a un peu plus de stress, il y a un peu plus de monde. Là, tu vois des grands athlètes, tu te dis ah oui, je suis là quoi. Enfin, c'est incroyable, mais je me dis, enfin voilà, faut relativiser. Je suis là aussi. Oui. Cette joie de vivre, parce que c'est la première fois qu'on parle, mais quand je te suis sur les réseaux, j'ai vraiment l'impression que tu as l'air heureuse de vivre. T'as toujours été comme ça, même enfant ? Oui, mais justement, j'ai vu le contraste quand je suis arrivée en France, justement, parce que au Portugal, dès mon plus jeune âge, depuis que je suis jeune, au final, on est toujours dans la bonne vibe avec mes parents, la joie de vivre, toujours au soleil. J'ai l'impression d'avoir eu une jeunesse solaire, toujours dehors, toujours à la plage. On faisait tellement d'activités. On allait dans le sud, j'allais avec mes amis visiter. J'étais tout le temps dehors, tout le temps hyper active. C'est vrai que quand je suis arrivée en France, le fait que les gens ne disent pas bonjour, que tout le monde soit aigri, que la vie elle va vite et tout, j'étais un peu au début ah ouais ça rigole pas et je me suis dit ok je vais m'adapter mais c'est pas pour autant que je vais changer et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui t'es très souriante et tout mais moi c'est naturel, j'ai toujours été comme ça. Quand je suis au Portugal enfin, je continue d'aller à la plage et la vie est belle et je saute dans tous les sens et c'est trop bien et puis je profite parce que le sport c'est quand même un jeu après tout donc faut s'amuser même quand il y a des moments négatifs. Voilà, faut faire la part des choses. C'est quand même un sport, c'est un jeu. Je prends pas ça à la rigolade, mais je prends pas ça au sérieux non plus, pour pas rentrer dans une sphère oh mon Dieu, si je fais pas ça, c'est fini pour moi. Et donc je relativise. J'ai toujours les pieds sur terre. Parfois pas trop, parce que c'est vrai qu'au championnat d'Europe, espoir aux 100 mètres. J'ai eu du mal à garder les pieds sur terre, j'étais tellement stressée et tout que j'avais du mal à relativiser. Mais c'est vrai que dans la vie, jour le jour, je garde les pieds sur terre. Et pour les gens qui connaissent pas ton histoire, parce que tu représentes la Belgique, Oui. mais là tu dis que j'étais au Portugal, après je suis arrivée en France, les gens ils doivent se dire, attends, de quoi elle parle ? Tu peux nous résumer un peu ton parcours ? Oui, alors je suis née en Belgique, donc toute ma famille est belge, ça c'est sûr. Mon père, il a trouvé un métier au Portugal. Donc à l'âge de 3 ans, j'ai déménagé à Lisbonne. Donc là, j'ai fait la crèche en portugais et après j'ai été au lycée français de Lisbonne jusqu'au bac, j'ai fait un bac littéraire.
Et donc après, je pensais à faire mes études au Portugal, mais je me disais l'université au Portugal, ça va être dur. Et puis j'ai envie de renouveau et je savais que mes meilleures amies du lycée français, elles allaient à Paris. Du coup j'ai dit gros, on fait une colocation, ça va être trop bien. Et du coup on a fait ça. J'ai été sur Paris avec elles. Oui, du coup je représente la Belgique parce que je suis belge. Ok. À part tes premières années, t'as vécu en Belgique à un moment ou pas du tout? Non. Ok. Mais depuis que je suis jeune, on y retourne tous les ans pour les anniversaires, voir la famille, les grands-parents, les oncles. Et je suis tout le temps en Belgique, mais j'ai jamais vécu là-bas. Ouais. Ok. Ok. Mais tu te sens belge. Oui, on va dire ça comme ça. Je sais que je suis belge, donc ça, on ne l'enlèvera pas. Mais bizarrement, je me sens plus portugaise parce que j'ai l'impression de plus correspondre, en tout cas, le mode de vie aux gens portugais, aux Portugais enfin, leur style de vie, hein, tout simplement, qu'en Belgique. Quand je suis en Belgique, c'est plus, oui, c'est le pays où il y a ma famille. Je vais là-bas où je connais tout par cœur. Mais j'ai l'impression que dans ma tête, c'est la plage, le soleil. T'as 2 langues maternelles, français-portugais? Ouais, parce que je parle vraiment portugais bilingue complètement, mais ma langue maternelle reste le français. Et je parlais flamand avant, Ok. mais en allant au Portugal, j'ai plus du tout parlé. Et maintenant, même bonjour, j'ai du mal. Ok. Et donc c'est au Portugal que t'as commencé l'athlé. Exactement. Tes parents faisaient de l'athlé aussi? Ma mère fait toujours, elle est marathonienne, enfin elle fait tout. Elle peut courir pendant 2 jours, elle a déjà fait toute l'île de Madère en courant, elle fait des 10 kilomètres, des 5 kilomètres, des courses sur piste et elle continue depuis son plus jeune âge. Donc ça n'a rien à voir avec moi qui suis sprinteuse, mais c'est elle qui m'a transmis la passion de l'athlétisme. T'as commencé parce que tu voyais ta maman qui courait, t'avais envie de faire pareil ou pour être avec Oui, les copains? exactement. Tout a commencé le 2 janvier 2016, on va dire. C'est précis. Bah, c'était les résolutions et je me suis dit, go, je vais sur la piste avec ma mère. Donc, j'ai fait la course avec une amie à elle, j'avais gagné et tout. Je me suis dit, trop bien, je vais y retourner. Et donc, le 15 avril 2016, je raccompagne ma mère pour faire un tour et puis je m'assois sur les gradins en attendant. Et là, il y a des filles qui arrivent et qui me disent, tu veux venir jouer avec nous et tout? Moi, je me dis, ok, bon, je vais jouer et tout. Et donc, il y avait un coach, il y avait un grand groupe, on a fait des étirements, des sauts et puis on a fait la course, tout le monde. Et je battais toutes les filles déjà. Et du coup, j'étais là, c'est trop bien l'athlétisme. Le coach, il est venu, il m'a dit, reviens lundi, faut que tu prennes une licence, t'as du potentiel et tout. J'étais là, ok, trop bien lundi, j'ai toutes mes amies, elles sont trop gentilles. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et tu penses que si t'avais pas eu ce talent, t'aurais eu envie de continuer? Honnêtement, je sais pas, parce que depuis que j'ai commencé, parce que 2 mois après, justement, enfin, j'ai commencé en avril et en juin, j'avais déjà été sélectionnée pour les Jeunes Olympiques, un truc comme ça Ok. s'appelle au Portugal. C'est un championnat portugais en dessous de 16 ans. Ok. Et en fait, dès ce moment-là, plus jamais j'ai eu l'intention d'arrêter, d'abandonner. Pourtant, j'avais pas l'impression d'avoir un talent. Bon, je me disais juste, peut-être que moi j'ai un potentiel sur le sprint, mais je les bats parce que elles font du demi-fond, un truc comme ça. Enfin, je me disais pas, oh mon Dieu, j'ai un talent. Je me suis dit, c'est trop bien. J'adore l'ambiance du championnat, donc moi, je veux continuer. Et jamais ça m'est passé par la tête d'arrêter, même quand j'ai eu des années difficiles et que c'était dur et l'adaptation c'était compliqué. Jamais je me suis dit, et si j'arrêtais? Jamais, 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 jamais. Pas encore pour l'instant. Ça a toujours été le sprint dès le début? Oui, après, j'ai essayé le 100 hauteur, le 100 longueur, bon, le poids, les haies aussi. J'ai jamais aimé. Après, j'ai aussi fait des crosses comme tout le monde, 4 kilomètres et tout. J'ai jamais aimé. Les haies, j'aimais un peu, mais c'était pas du tout ma tasse de thé. J'aimais pas tomber à l'entraînement et tout, donc on est resté sur le sprint. T'as la nationalité portugaise, Non, pas du tout. Je suis juste belge. donc il n'y a jamais été question que tu représentes le Portugal. Non, jamais. Pourtant, ils m'avaient demandé, parce que justement, la Belgique, dès 2017, ils m'ont appelé. Donc, c'est le responsable des jeunes qui envoyait des mails, la responsable du côté wallon qui m'appelait. Et en fait, il nous disait, oui, il faut que tu viennes représenter la Belgique au championnat d'Europe en dessous de 16 ans. Nous, on se disait, au Portugal, ils disaient, oui, mais si vous représentez la Belgique, vous devez vivre là-bas. Et nous, on était là, mais c'est pas possible. J'ai le lycée français ici, on peut pas. Là, je peux pas partir comme ça. Et puis, on s'est dit, bon, l'athlétisme, bon, c'est les études avant tout, donc je continue au Portugal. Et donc eux, ils essayaient un peu de. Mais moi, j'étais pas trop dans ça. J'étais vraiment, je restais avec mes amis. Je regardais pas trop championnat d'Europe et tout. C'était encore nouveau. Et j'étais déjà contente de faire championne du Portugal en 2017 en dessous de 16 ans, je crois, ou 18 ans, je sais plus. Je me suis jamais dit ah oui en Belgique mais bon après je savais qu'il fallait déménager enfin pour moi il fallait qu'on déménage pour aller représenter la Belgique et c'était trop enfin je préférais rester au Portugal à ce moment-là en tout cas.
Mais finalement, tu représentes la Belgique alors que tu habites en France. Oui, parce que j'ai su, en fait, c'est bizarre, mais je l'ai su en France que quand il me disait, mais pourquoi tu représentes pas la Belgique? Et je sais pas, je suis pas en Belgique et tout. Et là, j'ai compris que je pouvais être à gauche, à droite et représenter la Belgique. Et c'est vrai que l'année dernière, quand j'ai eu au téléphone les DTN et tout, parce il savait qui j'étais, mais il me disait, bah, viens, tu peux venir et tout. Et je disais, oui, mais je suis en France. Il dit, mais nous, on n'a aucun souci. Tu peux être en France, aux États-Unis, à Hawaï. Oui. On est là. Et du coup, j'étais là, trop bien, go. Je pense que j'ai jamais eu une invitée avec autant d'enthousiasme. Mais non, mais ça fait plaisir. Et donc maintenant, tu es en France pour faire tes études. Oui, c'est ça. Tu fais des études de quoi? En droit. Donc, Ok. à la base, j'étais plus en France pour mes études que pour l'athlétisme parce que j'avais déménagé avec mes colocs. On s'était dit, bon, on prend quelle ville? Paris, avec mes meilleurs amis. Après, donc, avec mon coach portugais, on a fait des recherches de coach et tout. Et donc là, je suis arrivée à l'INSEP. Ok. Et c'est vrai que la première année, elle a été compliquée parce que j'étais en L1 en droit et puis l'adaptation sans mes parents et puis le fait que ce soit pas du tout le même style de vie qu'en Portugal, que tout va très vite et moi j'étais là oh, oh, et puis mes colocs elles voulaient tout visiter donc on allait tout visiter et puis plus la fac, plus les entraînements et puis à l'INSEP, c'est vrai que les gens comme ils me connaissaient pas, ils venaient pas trop vers moi et je trouvais ça trop bizarre. J'étais là, mais les gens ils ont l'air trop gentils, ils me parlent pas et l'adaptation elle a été très compliquée. Et puis après il y a eu le Covid, donc d'un côté j'étais contente de rentrer au Portugal et bon de remettre les points sur les i, les barres sur les t. Quand je reviens en France, je fais ça, ça, ça et tranquille et voilà. Mais l'INSEP, tu as dû remplir un dossier pour entrer? Comment on fait pour entrer à l'INSEP? Oui, en fait j'étais partenaire d'entraînement vu que je suis pas Ok. française. Et donc oui, j'ai parlé avec le coach, on a fait un dossier et j'ai été là-bas jusqu'en 2022 et donc voilà, c'était cool, j'ai appris beaucoup et mais je continue d'être ici pour mes études, mais maintenant j'ai changé de coach depuis 2022 et là je me dis j'ai bientôt fini mes études parce que je devais être en master 1 en droit international. Mais bon, spécialement cette année je vais faire une pause, je reprendrai l'année prochaine. Mais justement, je me disais, mais après mes études, je comptais quitter Paris, mais maintenant, j'aime trop mon coach, je veux pas partir. Donc voilà, pour l'instant, je suis à Paris pour l'athlé et pour les études maintenant. Puis tu sais qu'il y a un petit événement qui va avoir lieu à Paris l'année Oui, prochaine, dont oui, tu as dû entendre parler. oui, j'ai dû en entendre parler. Et à part le fait que les gens disent pas bonjour en France, d'ailleurs, je m'excuse au nom de la population française, Non, il y a d'autres différences. c'est vrai que pour moi, comme déjà au Portugal, ben, la ville de Lisbonne, ça n'a rien à voir avec la ville de Paris. Moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est le monde dans les métros, les RER. Moi, je me disais, ça va être le métro avec mon petit croissant à Lisbonne, pas du tout. Donc ça m'a énormément choqué. Puis il y a eu plein de grèves en 2019. Là, il y a eu une grève, je crois que c'était déjà les gilets jaunes à ce moment-là. En décembre 2019, c'était une catastrophe. En plus, je devais prendre le bus pour aller à l'INSEP. Et enfin, l'adaptation pour moi, ça a vraiment été super compliqué, mais heureusement, j'avais un bon environnement, on va dire, à l'INSEP. Mon groupe, il était gentil et ils m'ont vraiment dit, t'inquiète, ils m'ont aidé, tu prends ce métro, tu fais ci, tu fais ça, et grâce à eux, j'ai pu bien m'adapter, mais ça a été très compliqué. Après, c'est vrai que l'ambiance, même dans Paris et même ceux en dehors de mon groupe à l'INSEP, ils disaient pas bonjour, c'était trop bizarre, mais tout s'est bien passé par la suite. J'ai lu quelque part que tu disais que tes coachs devaient parfois te forcer à te reposer parce que tu aimais tellement t'entraîner que tu en faisais un peu trop. Alors ça c'est vrai, même si j'essaie de grandir un peu dans cet aspect-là, parce que ça fait depuis toujours en fait que je veux toujours en faire plus, plus, plus. Déjà quand j'ai commencé en 2016-2017, mon coach il disait bon on fait des blocs, on arrête, et après j'attendais que tout le monde parte, je sortais un bloc, j'essayais d'apprendre avec les vidéos et tout. Et j'ai jamais changé. Donc quand j'ai changé de coach, parce que j'ai eu un coach au Portugal et j'ai changé vers le centre de haut niveau au Portugal. Et donc lui, à chaque fois, il me disait tu fais ça, mais j'étais en train de faire autre chose, plus ça, des sauts et des lances et je lançais la balle et tout. C'était drôle, on rigolait bien, mais de toute façon j'étais jeune, c'était pas trop un souci. Enfin jeune, j'avais 15, 16, 17 ans. Et c'est vrai que en arrivant ici, j'ai compris qu'il fallait que je me calme parce que le but c'était d'être en forme pour les séances plus compliquées le lendemain. Ou enfin, fallait pas que je m'épuise. Enfin, fallait gérer son énergie. Mais j'ai mis du temps à comprendre ça parce que quand je reviens au Portugal et que je m'entraîne au Portugal, je suis sans mes coachs. Et quand je vois le bac à sable, je suis là, il faudrait peut-être que je fasse des sauts. Je vais aller chercher un bloc, je vais le mettre dans le sable. Et tout. Moi, je commence à inventer des trucs. Et après, je me dis, bon, c'est vrai que demain j'ai une spé, mais si je fais ça aujourd'hui, ouais, ok, je vais faire. Après, je vois des escaliers, ils sont ouverts. Bon, je vais aller faire des marches.
Ça, c'était cet été encore et je me dis, bon, maintenant, tranquille. Là, ils m'ont dit, un mois de repos, tu fais rien. Et je sais qu'il va falloir que je fasse vraiment rien, même si j'ai déjà envie d'aller là, d'accompagner ma mère sur la piste et tout. Je me calme parce que maintenant, là, c'est une année où il faut pas faire d'erreur. Donc oui, je pense que je grandis un peu de cet aspect-là, même si j'avais pas du tout envie de m'arrêter là, moi. T'aimes absolument tout dans l'entraînement? Clairement, oui, surtout les séances lactiques. Mais je suis pas la seule, hein, parce qu'il y en a qui disent, ah bon, t'aimes les séances lactiques, mais il y a des gens qui aiment souffrir. Et justement, c'est une sensation de, ah, c'est trop bien, je me suis très bien entraînée à l'entraînement. Et moi, j'ai plus cette sensation-là après les grosses séances lactiques où on a tous un peu peur avant la séance et on est là, ça vraiment, ça me fait battre mon cœur quand je sais que j'ai une séance comme ça. C'est trop bien, je suis trop excitée à l'échauffement et tout. Mais sinon, ouais, même la muscu, j'adore. Les séances d'aérobie, j'adore. J'aime tout, même les séances d'étirement. Il y a juste une chose que j'aime pas, c'est m'échauffer. Donc ça, c'est bizarre. J'aime pas du tout m'échauffer. Après, en compétition, c'est différent parce que bon, là, il faut se mettre dans un mood, faut être concentré. Voilà, ça, j'aime bien. Mais sinon, par exemple, quand j'ai 2 entraînements par jour et que je dis n'importe quoi, le matin, c'est des départs et le soir, une spé, je me dis, oh non, je vais devoir m'échauffer 2 fois. Mais bon, à part ça, quand l'entraînement il commence, on m'arrête plus. Enfin, j'aime trop, j'aime tout. Ils sont longs tes échauffements? Il commence à être long parce que justement, je trichais un peu à l'échauffement en mettant beaucoup de pommade chauffante parce que je voulais pas rester toute l'heure à m'échauffer et je sautais quelques exercices sauf qu'après j'ai eu beaucoup de douleurs au mollet et tout et je me suis dit bon, en fait, c'est vraiment un passage obligé, je peux pas sauter l'échauffement. Et donc maintenant, plus le temps passe et plus mes échauffements sont longs, je suis obligée de vraiment de tout chauffer et là vraiment pour casser un peu la routine de l'échauffement, je fais des petites fiches, genre je dois commencer à 15h, je fais ça, à 15h05, je fais ça, voilà, je respecte et tout pour me mettre un peu de peps à l'échauffement, sinon c'est long. Mais c'est aussi un trait de ta personnalité. Tu t'ennuies vite dans la vie si tu fais toujours les mêmes trucs? J'ai cette impression-là en vrai. On me l'a jamais posé cette question, mais maintenant que j'y réfléchis, j'ai l'impression parce que c'est vrai que quand là je suis au Portugal toute seule à m'entraîner, si je fais 5 entraînements sur la même piste, je vais dire bon, c'est du déjà vu, on change. Et du coup, on va ailleurs. J'ai pas après dans la vie, j'ai pas trop l'impression que je m'ennuie vite, mais c'est vrai qu'en réfléchissant, c'est vrai qu'il faut beaucoup de changements. Mmh. Donc oui, peut-être que je m'ennuie vite. Je découvre ça maintenant, mais c'est vrai que à l'échauffement, il me faut du peps, il faut de la musique. Mais sinon, à part ça, à l'entraînement, c'est autre chose là. Dès que l'entraînement il commence, enfin, c'est trop bien. Il y a tout le monde, on est tous contents d'être là et Tu un super groupe? oui, oui, là, ça va, j'ai un bon groupe, on se motive bien et puis, ce que j'adore là, c'est la confrontation et il y a des hommes avec nous et j'adore faire des confrontations avec, les hommes, même les départs et tout. Quand c'est des séances comme ça, mais là, c'est trop bien, hein, j'ai le cœur qui bat, vraiment, je peux y rester des heures, quand le coach il dit: «Bon, c'est fini, ah, encore une, s'il te plaît», donc voilà, bon, j'abuse un peu, mais j'adore, j'adore, j'adore. Bah, tant mieux. Tu as beaucoup progressé récemment. Est-ce que c'est juste parce que tu arrives à un âge où c'est encore normal de progresser ou est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui ont changé dans ton entraînement, dans ta tête aussi peut-être? Oui, beaucoup de choses ont changé, ce qui peut expliquer pourquoi je passe de 11,70 à 11,26 en un an. Quand j'ai commencé au Portugal et tout, j'aimais bien de sortir, d'aller à la plage, au restaurant, de visiter les musées. J'étais tout le temps dehors. Et c'est vrai qu'en arrivant à Paris, j'ai pas trop changé ce mode de vie-là. J'ai continué d'aller visiter. Avec mes meilleurs amis, on était là, bon, faut qu'on fasse tous les restos du boulevard Magenta, puis qu'on fasse tous les restos Bon, en fait, j'étais tout le temps dehors, on va dire. Et c'est vrai qu'en 2021, ça a été une année particulièrement dure parce que du coup, enfin, j'allais à l'entraînement, j'aimais bien les entraînements, j'allais voir mes collègues d'entraînement, c'était cool. Je faisais ça, voilà, c'était cool, mais sans plus. Là, après l'entraînement, il faut que je me dépêche parce qu'on va au restaurant avec mes colocs. Et c'est vrai qu'en 2021, j'ai connu 7 blessures parce que j'ai eu une entorse qui a mené à une blessure à l'ischio, qui a mené à une blessure à l'aine et tout. Et ma préparation, elle a été complètement ratée. Je suis arrivée à la saison estivale, j'ai fait un 100 mètres en 12 secondes, je faisais 11,94 et je comprenais pas et j'étais là, bon, il y a un gros problème parce que oui, j'aime bien être avec tout le monde, tout, mais moi là, quand je pleure après mes courses, je suis toute seule.
là ça va pas du tout, donc soit je fais de l'athlétisme vraiment au sérieux, soit t'arrêtes parce que là c'est n'importe quoi, et puis il y a des gens qui me soutiennent, et puis je fais des 12 secondes. Enfin, ça peut être bien pour certains, mais c'était pas l'objectif pour lequel je m'entraînais. Et du coup, dès l'été 2021, je me suis dit bon, là on arrête tout. J'ai déménagé déjà, j'étais plus avec mes colocs, j'étais avec ma sœur, donc déjà c'était moins de bruit à la maison parce qu'elles aussi elles invitaient des gens, et donc quand j'ai déménagé avec ma sœur, je me suis dit ok, c'est un nouveau départ. Là l'athlétisme, je vais faire ça bien au sérieux, surtout que après 2021, comme ça allait pas avec l'athlétisme, ça allait pas, enfin voilà, j'avais du mal à étudier, à me concentrer. En fait, c'était flou dans ma tête, et donc je devais refaire ma licence 2 en droit. Et donc là, je me suis dit c'est parfait. Là, j'ai que 2 cours, donc je vais pouvoir bien me concentrer à l'entraînement. Je vais valider mes 2 matières, et puis après, je me concentre sur moi, et maintenant, c'est moi, c'est mes entraînements, et on va voir jusqu'où ça peut marcher. Et là, si je continue de faire des 12 secondes, des 11,94, j'arrête. Et donc là, cette année, vraiment, j'ai tout donné à l'entraînement. J'étais tout le temps là. Enfin, voilà, j'étais très concentrée. J'étais toujours au repos, repos, repos chez moi, ce que je faisais pas avant. J'ai commencé à avoir des kinés toutes les semaines, même quand j'avais rien, parce que avant, je me disais, je vais voir la kiné que quand j'ai mal. Mais là, non, j'ai compris que c'était prévention et tout. Donc, je pense que ça a fait que j'ai pu arriver en forme à l'entraînement. Et donc, je pense que ça a fait la différence. Mais après, j'ai eu l'hiver 2022 où là, j'ai eu un peu mal à l'ischio. Donc, je faisais des 7, mon record a été 7,39 à ce moment-là, alors que j'avais 7,40. Et je commençais à me dire, mais je suis restée 4 mois concentrée, ça marche pas. Parce que j'ai fait 6e au championnat de France Espoir à ce moment-là, en salle. 7e au championnat de France Élite. Donc je me dis, ça sert à rien, je comprends pas. Mais bon, après la saison, je me suis posée, je suis revenue au Portugal, je me suis ressourcée, je me suis dit, bon, on peut pas avoir des progrès en 4 mois au final. Il faut persévérer, de toute façon, on n'a pas le choix puisque il est hors de question d'arrêter. Et donc voilà, en 2022, j'ai commencé tout doucement la saison 11,57. C'était déjà un record puisque du coup, mon record, c'était 11,70 en 2021. Et donc, quand j'ai commencé 2022, j'ai fait 11,57, c'était incroyable. Puis j'ai fait 11,40, là, c'était mon but de faire 11,40. Puis j'ai descendu à 11,37, 11,39, et là, je me disais incroyable. Et puis au championnat de France Espoir, je fais 11,26. Là, je me suis dit, wow, là, je me suis un peu surprise parce que je savais que je m'entraînais dur, mais moi, mon but, c'était d'atteindre les 11,40. Quand j'ai vu que je pouvais faire 11,26, c'était trop incroyable, et je me suis dit, en fait, ça, le travail, il paye vraiment. Et là, ça m'a donné vraiment encore plus envie de m'entraîner. Et puis, à ces mêmes championnats de France Espoir à Albi, j'ai fait les minima pour les championnats d'Europe à Munich sur 200 mètres. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable, surtout que maintenant, la Belgique, ils vont me prendre parce que enfin, j'ai eu des contacts avec eux. J'ai même été au championnat de Belgique, puis j'ai fait championne de Belgique sur 200 mètres. Et je me suis dit, c'est vraiment incroyable tout ce qui se passe et tout. Et je pense que ça m'a fait un peu une lumière au bout du tunnel. Et là, je me suis dit, là, ça commence vraiment. Et donc, j'ai fait les championnats d'Europe à Munich. Je savais que c'était pour l'expérience et tout. Et puis, voilà, ça s'est fait comme ça. Mais c'est vraiment une question d'organisation dans la tête. Il fallait, on va dire, couper les ponts un peu avec les gens. Parce que les gens, ils comprenaient pas trop. Ils me disaient, bon, on sort, tu vas pas à l'entraînement demain, bon, ci, bon, ça. C'est pas trop ce que je voulais, moi. Donc, bon, voilà. Là, on enregistre le 28 septembre 2023. Ta saison est terminée. Quelle note tu donnerais à ta saison, de 1 à 10? Alors, honnêtement, je pense que je donnerais 5,5, 6. Seulement. Oui, parce que en vrai, c'est ma meilleure saison jusqu'à maintenant. Mais d'un autre côté, il faut que je prenne cette saison comme une étape aussi. Enfin, c'est pas une finalité. Et puis, j'ai eu de très bons moments. C'est pour ça que je mets à 5,5, 6. Mais il y a d'autres moments où c'était pas du tout ce que je voulais. J'ai eu plein de mauvais moments aussi. Après, l'indoor, c'est vrai que ça a été vraiment incroyable. Je m'y attendais pas du tout parce que là, enfin, je suis passée de 7,39 à 7,19. Donc ça, c'était vraiment incroyable. C'est pour ça que que je rajoute quelques points pour ça. Et puis, j'ai fait 6e aux Europes en salle. Ça, je m'y attendais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Donc ça, c'était vraiment la saison de ma vie. En été, ça, j'ai été un peu déçue parce que j'ai eu du mal à battre mon record, et puis je l'ai battu de quelques centièmes et c'était pas mon but. Puis j'ai pas battu mon record sur 200, j'ai pas fait ce que je voulais sur 100 mètres au championnat d'Europe Espoir. Oui, j'ai été qualifiée pour les championnats du monde, ça c'était un rêve, mais j'ai tout raté là-bas. J'ai mal géré les choses, donc j'étais un peu déçue. Et puis quand j'ai été à la Diamond League de Bruxelles, j'étais malade à ce moment-là, donc il y a encore des parties où bon, je suis pas trop satisfaite, même si les autres les conquêtes que j'ai pu faire avant, elles étaient excellentes. Et puis sans oublier que j'ai fait 11,03 au championnat de Belgique avec
beaucoup de vent, oui, mais je me dis que mon corps, il a fait 7 séances de survitesse. Ça veut dire que maintenant, je dois continuer de m'entraîner et un jour, ça viendra. Je peux y croire parce que je les ai fait avec du vent. Donc, un jour, ça viendra sans vent et là, je m'entraîne pour. Mais c'est vrai que sur la saison, j'ai eu beaucoup de points positifs, mais des points négatifs aussi. Et puis, j'avais une question auparavant qui était si le titre de championne d'Europe espoir sur 200 mètres enlevait ma frustration sur mon échec sur 100 mètres. T'as fait 4e sur 100 mètres, c'est ça? Ouais. Pour quelques centièmes. Et mon but, c'était de faire un podium sur 100 mètres. J'étais venue pour ça. Je pensais qu'à ça pendant 2 ans. Enfin, depuis 2021, je me disais, mon but, c'est d'être championne d'Europe espoir, donc je vais tout faire pour. Et donc là, c'était si près, parce qu'on était plein d'adversaires, mais entre 11-20, 11-27, donc c'était tellement accessible. Et le fait de perdre le podium comme ça, c'était le bout de ma vie et tout. Et donc non, le titre sur 200 n'a pas du tout effacé la frustration sur 100 mètres. Maintenant, voilà, j'ai quand même eu le titre, donc je suis hyper reconnaissante. Mais je garde ce petit truc à côté, le 100 mètres. Enfin, faut que je me réveille. La médaille de chocolat, elle est Du amère. chocolat bien noir. Bien amère, ouais. Finalement, le 200, c'était pas ton objectif. Non, pas du tout. Et c'est peut-être ça qui t'a aidé? De pas avoir la pression? Oui, alors ça justement, ce que j'ai appris à ce championnat-là, c'est qu'il fallait que je prenne les choses vraiment tranquille, on se prend pas la tête parce que justement sur 100 mètres, je me suis pris la tête pour ça, mais depuis l'hiver là, je me disais, ok, j'ai les championnats d'Europe espoir, toute l'année j'ai cassé la tête à mon coach en disant, faut qu'on fasse plus de séries, faut qu'on fasse plus de ça parce que j'ai les championnats d'Europe, essayez ça, et ça me mettait tellement de stress que je dormais déjà plus un mois avant, que là-bas je dormais plus, que je faisais tous mes calculs alors que ça sert à rien de faire des calculs. Et puis je me disais, bon, j'ai quand même fait les championnats d'Europe à Munich, j'ai quand même fait finaliste au championnat d'Europe en salle, tranquille. Mais j'étais pas du tout tranquille, c'est comme si j'avais pris zéro expérience d'avant, je dormais plus. Et puis je suis arrivée hyper stressée, hyper fatiguée sur la finale du 100 mètres. Et évidemment, je me suis crispée même en demi-finale. Et je suis contente quand même d'avoir battu mon record là-bas parce que j'étais pas du tout en condition. Donc d'un côté, je suis contente, mais d'un autre, je me dis, bon, j'aurais vraiment pu faire mieux parce que j'ai été crispée pendant la course. Je suis tombée de haut après. Enfin, je voulais même plus faire le 200. C'est vraiment mon coach qui m'a dit, on n'est pas venu pour rien. Et puis c'est vrai, parenthèse, que quand j'étais un peu plus jeune, je regardais beaucoup de vidéos, par exemple de Kevin Mayer, et j'avais vu sur YouTube qui disait la différence entre un bon athlète et les autres, c'est le temps de rebondissement. T'as ceux qui, après un échec, ils vont rebondir au bout d'un jour, et puis t'as ceux qui mettront 10 ans. J'avais montré ça à mon coach, et il me disait, bon Delphine, le temps de rebondissement, c'est maintenant. T'as le 200 mètres. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour nous. On y va pour s'amuser et tout, on se prend plus la tête. Donc je l'ai fait comme ça et vraiment ça m'a sauvée. Donc maintenant, toutes les courses, je les prends comme ça. Mais malheureusement, je pense qu'au mondiaux, je l'ai pris vraiment trop tranquille. Je me suis dit tranquille, tranquille, tranquille et je stressais pas du tout. Et j'ai fait quelques erreurs qui ont fait que j'aurais dû quand même me concentrer un peu plus. Faut trouver le bon équilibre, mais ça s'apprend avec Oui, l'expérience et exactement, c'est ce qu'on m'a dit. ouais. Pour revenir aux Europes espoirs, tu comprends tout de suite que tu gagnes le 200 ou il te faut quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques jours? C'est vrai que quand je traverse la ligne d'arrivée, donc quelques secondes juste après, je me dis, je pense que je suis médaillée. Mais bon, le championnat a tellement été une catastrophe avec le 100 mètres, on va dire. Mais c'est vrai que maintenant, avec le recul, je me dis qu'une 4e place, c'est très bien. Mais sur le moment, j'étais là, ça a été tellement dur que c'est impossible que je sois médaillée. Mais bon. Et là, j'ai un petit indice que j'ai la caméra qui vient sur moi. Mais je me dis, arrête de penser, c'est bon, on va pas faire des fausses joies tous les jours parce qu'avec le 100 mètres, je me faisais trop de fausses joies. Et là, c'est vrai que quand je me regarde le tableau et tout, et que je vois un et mon drapeau, en fait, j'ai des frissons, je me dis, mais non! En fait, enfin, c'était plus un soulagement de, ah, ça a été dur, mais ça a payé. Mais d'un autre côté, j'étais là, mais comment j'ai fait? Parce que c'est vrai qu'après l'échec, on va dire, du 100 mètres, j'arrivais plus à dormir non plus. Au final, j'étais trop déçue. Je me dis, mais tous les sacrifices que j'ai faits, c'était pour rien. J'aurais pu aller manger des burgers et tout. Et c'est vrai que quand j'ai vu le 1 et mon drapeau, je me suis dit, c'est pas possible parce que j'avais des adversaires de taille. Elles avaient tous un record personnel en 23,00 ou en 22. Et pour moi, je savais déjà que c'était perdu d'avance, surtout que cette année-là, j'avais pas encore refait au moins mon record. Enfin, j'ai fait 23,14. Alors j'ai un record en 23,03. Et puis, vu que j'avais dormi aucune nuit depuis au moins 2 semaines et que j'étais épuisée du 100 mètres, les échauffements aussi, ça m'avait épuisée. Le but, c'était d'aller en finale et voilà. Enfin, et quand j'ai gagné, je me suis dit, mais
wow, j'ai battu l'italienne, j'ai battu la polonaise, c'est incroyable. J'ai mis du temps à réaliser. Et surtout 200 mètres, parce que 200 mètres, vraiment, c'est pas du tout ma distance préférée. Ouais, c'est incroyable. Mais c'est pas ta distance préférée ou c'est pas la distance où tu te sens la plus forte, ou les deux? On va dire les deux. Vraiment, c'est pas du tout ma distance préférée. Maintenant, je commence à aimer, on va dire, le 200 mètres. Mais c'est pas du tout ma distance préférée parce que c'est long. Pour moi, c'est très très long. Si j'ai le malheur derrière mon start de regarder la ligne d'arrivée, je vais me prendre un coup de lactique. Ça va être fini. Pour moi, c'est encore long, mais je pense qu'avec le temps, je vais avoir un peu les pieds sur terre et de me dire que ça va, c'est que 2 fois 100 mètres. Mais et ma distance préférée reste le 60 mètres, le départ. Même s'il pouvait avoir un 40, ce serait parfait. Et les dernières pensées avant la course, est-ce que c'était les mêmes si on compare la finale du 100 et la finale du 200? Je suppose que tu penses aux mêmes choses avant Pas ou du tu sais tout, faire le vide? pas du tout. Donc c'est vrai qu'avant le 100 mètres, je savais que j'étais hyper stressée, que je tremblais. Ouh là là, c'est la course de ma vie maintenant, que j'ai imaginé tous les jours à l'entraînement, c'est maintenant. Donc je me disais, derrière les starts, tu devras être détendu. Et derrière les starts pour le 100 mètres, j'étais tout sauf détendue. Mais pour le 200 mètres, justement, je savais que j'allais être trop détendue, justement, voilà, que j'allais faire des départs mous, comme j'avais fait en série et en demi-finale. Et mon coach, il m'avait un peu crié dessus en disant, même si tu fais ça pour t'amuser, t'es pas censé me faire des départs nuls comme t'as fait là. Et du coup, j'étais là, ah. Et il m'a dit, bon, pour la finale, tu me fais un départ explosif comme si tu faisais un 60 et le reste, on verra après. Tout ce que je veux là, c'est que tu fasses un départ explosif. Et du coup, je me suis dit, ok, bon, je fais un départ explosif, mais là, derrière les starts, je vois qu'il est vraiment là à ma droite et je me dis, oh, il me regarde, oh là là. Et donc là, vraiment, ma seule concentration, c'était, OK, le coach, il regarde, je suis obligée de faire un départ explosif. C'était vraiment, je pensais qu'à ça, je pensais même pas, bon, c'est la finale. Je savais que les autres, elles allaient se battre, elles sont toutes en 22, donc elles allaient faire leur course, mais moi, j'étais là pour faire mon départ explosif et essayer de bien sortir du virage, puisque mes virages, ils sont vraiment nuls. Et bon, j'ai raté ma sortie du virage, mais bon, j'ai fait mon départ explosif. Est-ce que tu penses que ce titre, il a déjà changé des choses pour toi? Que ça soit en termes de confiance en toi, d'ambition, d'engagement dans les meetings, d'invitation dans des podcasts, notamment dans des super podcasts comme Athlètes Mondiaux? Peut-être pour ce podcast, mais c'est vrai que dans ma vie de tous les jours, quand je suis rentrée chez moi, bon, j'ai affiché ma médaille dans ma chambre et tout, mais je me suis dit c'est une étape. Faut pas non plus que j'efface la terreur des 100 mètres. Je me dis ça veut dire qu'on est sur un très bon chemin, que malgré la fatigue, malgré que j'ai pas pu dormir tous ces moments-là, que j'ai eu un échec, j'ai pu voir que j'avais bien rebondi. Donc ça, c'est un point positif, que on est sur le bon chemin avec mes coachs, les kinés, les médecins, tout se passe bien avec les ostéos, tout ça. Pour moi, c'est un check, c'est bon. Ça, c'est bon, on est sur la bonne voie, on va continuer comme ça. Maintenant, pour les engagements dans les meetings, je sais pas trop parce que c'est vrai qu'après les championnats d'Europe, j'ai eu les championnats de Belgique. Et je savais que si je continuais après les championnats de Belgique, c'était les championnats du monde et la Diamond League à Bruxelles. Donc j'ai pas trop fait l'expérience avec ma manager de m'inscrire dans d'autres compétitions. Donc ça, je verrai ça peut-être l'année prochaine. Mais sinon voilà, dans ma vie, mes entraînements, ça continue pareil. Je me dis pas aujourd'hui je suis championne d'Europe, donc je dois faire ça, ça, ça. Est-ce que pendant une course, tu réfléchis beaucoup? Oui, alors ça c'est un gros défaut parce que même à l'entraînement, je réfléchis. C'est depuis que je suis à l'INSEP, c'est bizarre. J'analyse tout et il y a des courses vraiment je les rate, mais parce que je me dis bon OK, mon départ c'est bon, là OK, c'est la transition et tout. Et donc c'est un énorme défaut. D'ailleurs, je l'ai eu pendant la finale des 200 mètres au championnat d'Europe espoir. Et je pense que pour le coup là, ça m'a aidé. C'est la première fois que ça m'aide à la sortie de virage. Donc il y avait le scénario, il y avait l'italienne et la polonaise. Enfin, j'avais imaginé la course comme ça, donc c'était bon. Et là, donc évidemment, je commence à réfléchir. Donc là, je me dis bon, c'est foutu et tout. Mais non, là, je me dis ok, cool, mais avance. Enfin, là, t'es là, mais mes bras, ils vont comme ça. Vas-y. Et là, d'un coup, mon cerveau, il se déconnecte et je passe comme ça et je me dis, après, il revient. Et là, je me dis, oh, trop bien. Donc, ok, je continue les bras. Et là, je vois l'hongroise et je me dis, ok, ok, ok. C'est la seule fois où le fait que je réfléchisse dans la course, ça m'a sauvée. Parce que je pense que si j'étais restée dans mon monde comme ça, j'aurais pas accéléré. Je me serais dit, ok, c'est normal. Je suis derrière, mais c'est censé être comme ça, alors qu'au final, j'avais encore quelque chose dans les jambes. Mais sinon, oui, c'est un énorme défaut. Et même mon coach,
gueule dessus à chaque fois. Il me dit arrête de réfléchir. Parce que ça se voit quand je réfléchis, c'est que je fais un départ et puis d'un coup il se passe rien parce que ok, j'analyse que mon départ il était bien et tout. Même à l'entraînement, quand je vais voir mon coach, je lui dis bon alors là ça allait pas parce que j'ai mis mon bras comme ça, j'ai fait ça. Il me dit attends, c'est moi le coach, c'est pas toi. Arrête de me dire ce que tu penses et tout. Je fais là bon ok. Mais oui, c'est un défaut. À Budapest, tu as eu une petite péripétie, on va dire. C'est vrai que mais depuis que je fais de l'athlé, mon échauffement, il n'était pas du tout organisé. Enfin, je savais qu'il fallait que je fasse ça, 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 mais j'étais toujours en retard. Ça a toujours été comme ça, mais ça marchait. Enfin, c'est comme ça que j'ai fait mes 11-26, c'est comme ça que j'ai fait 11-22, c'est comme ça. Même au championnat d'Europe, c'est comme ça que j'ai fait championnat d'Europe. Parce que j'arrivais à l'échauffement, j'étais pas encore coiffée, il fallait vite que j'aille à la salle de bain. En plus, j'étais dans la salle de bain des hommes et tout, on me criait dessus. Tout. C'était n'importe quoi. Donc, pourquoi j'aurais changé pour les mondes? Donc, évidemment, je suis arrivée comme ça au championnat du monde. Et justement, ce jour-là, il faisait super chaud, donc j'enlève mon maillot. Je vois que tout le monde enlève son maillot, enfin son maillot du pays. Je me suis dit, je vais m'entraîner en top, enfin je vais m'échauffer en top. Tout le monde s'échauffe en top. Il y a les Jamaïcaines, il y a tout le monde, c'est trop bien. Mais il faisait trop chaud, donc je faisais beaucoup plus de repos, mais j'avais pas pris ça en compte. Donc, fallait que j'étais encore plus pressée et tout. Et j'arrive encore une fois à la dernière seconde à la chambre d'appel, comme d'hab. De toute façon, ça a toujours été comme ça. Et ça c'est un problème d'organisation justement à l'échauffement. Mais je pense que c'est le fait que j'aime pas m'échauffer. J'ai un peu mis ça de côté et c'était tout le temps comme ça d'ailleurs. Et donc, j'arrive là-bas à la chambre d'appel, à la dernière seconde, donc j'ai même pas le temps de réfléchir et tout. Je vois les filles qui mettent leur dossard, je me dis, ok, je vais mettre mon dossard. Je cherche mon maillot dans mon sac, et j'avais 2 sacs et tout, et je trouve pas. Et là, je renverse mon sac à l'envers, sauf qu'il fallait déjà prendre la navette, parce qu'il y avait une navette pour aller à la deuxième chambre d'appel qui était dans le stade. Elles étaient toutes déjà dans la navette, et moi, j'avais toujours pas mon maillot, et je me dis, il y a un problème, il est où mon deuxième maillot et tout. C'est la panique, je réfléchis pas trop. Et je me dis, je vais courir vers chercher mon coach pour qu'il cherche mon maillot au lieu de moi aller chercher mon maillot qui était resté dans les tentes. Je savais qu'il était dans les tentes, mais avec le stress, la panique, parce que les dames, elles me disaient, tu cours plus là, parce que déjà j'arrive à la dernière seconde quand la chambre d'appel va fermer. Et là, je leur dis, par contre, non. Là, c'était mon rêve d'être au championnat du monde. C'est pas maintenant que vous allez me dire que je cours pas. Du coup, je pars, je leur dis 2 minutes, 2 minutes. Donc, je pars en courant vers mon coach qui avait déjà traversé tout le pont. Donc là, je me dis, c'est pas grave, j'ai déjà fait des séances lactiques et après, je fais un 100 mètres. Donc, c'est pas grave, ça va pas du tout être nuisible pour ma course d'après. Donc là, c'est comme si j'avais fait un 800 mètres. En plus, je crie, je fais un t'es où, t'es où? Je crie dans tous les sens. La navette avec mes adversaires de la série, elle était déjà partie. Et puis il revient, il me dit, je sais pas où est ton maillot. Je me dis, mais il est dans la tente. Il me dit, mais pourquoi t'as pas couru vers la tente qui était 2 fois plus près? Je dis, je sais pas et tout. Donc on appelle le DTN, mais il répond pas ici et ça. Je retourne à la chambre d'appel et elles me disent, bon, dans 1 minute, si vous n'avez pas votre maillot, vous rentrez chez vous. Là, c'était trop bien, parenthèse, parce que Dina Asher-Smith, elle était là, et elle me dit, t'inquiète, si c'est pas maintenant, ce sera l'année prochaine. T'inquiète, relativise, tout va bien. Et là, j'étais là, oh, trop bien. Dina Asher-Smith, elle me donne un conseil. Mais bon, parenthèse fermée, mon coach, il arrive avec mon maillot. Et donc là, c'est trop bien, je me dépêche et tout. Et donc, j'arrive à la deuxième chambre d'appel. Et là, ils me disent, non, mais c'est fermé. Parce qu'elles étaient déjà alignées pour aller sur la piste. Et moi, j'étais là, ben, ok, je mets vite mes pompes, je mets vite mon dossard et c'est bon. Et il y a des femmes, elles me disent, non, non, va falloir rentrer chez vous. Je dis, non, non, c'est bon, c'est bon. Et donc, les filles, elles me mettent les autocollants et c'est ça. Et je fais, ok, c'est bon. Est-ce qu'ils font, ok, on y va. Donc, j'ai même pas eu le temps de boire de l'eau et tout. Je suis arrivée sur le stade. Et bon, voilà, hein, je fais 11h40. Donc, c'était pas une surprise. Je me suis dit, bon, quand même, je vais tout donner. Mais j'étais fatiguée et puis il faisait chaud. J'étais essoufflée. Finalement, le 800 mètres d'avant, il a servi à rien. Enfin, je savais déjà qu'en faisant 11h40, ça allait pas passer. C'est dommage parce que j'étais venue pour être dans les alentours de mon record. Parce que je sentais que j'étais en forme, je m'étais bien entraînée. Et de savoir que pour passer en demi-finale, fallait faire environ, je crois que la dernière reprise, elle est en 11-26 ou un truc comme ça. Je me dis, ça aurait grave été accessible. Donc, j'étais énormément déçue, mais nerveusement. Enfin, j'avais fait une énorme erreur et je peux m'en vouloir qu'à moi-même parce que c'est moi qui ai voulu faire la folle, enlever mon maillot parce qu'il faisait chaud. Au lieu de le ranger, il fallait que je me dépêche à aller à gauche, à droite et c'est mon échauffement qui était pas du tout organisé. Donc, c'est pour ça que maintenant, j'ai vraiment fait un planning d'échauffement parfait. Là, il peut rien m'arriver là, je pense. Enfin, j'espère. Et c'est une erreur. Tout le monde me dit que c'est de l'expérience. Bon, heureusement que c'est arrivé là, que l'année prochaine. Mais bon, ça aurait pas dû arriver à un championnat du monde justement. Donc c'était horrible, mais bon, je peux que mieux faire l'année prochaine.
Et là, quand on t'entend parler de ton interaction avec Dina Asher-Smith, on a l'impression que vraiment t'hallucines d'être là. Est-ce que tu penses que t'es un peu spectatrice parfois quand tu vois certaines filles ou certains mecs? Ou est-ce que t'arrives à te dire, bah, je vais arrêter ma place et je suis là au même titre qu'elle ou que? C'est vrai que l'année dernière, la première fois, ça a été à Munich. Là, j'ai vraiment perdu pied. C'était quand j'étais en demi-finale à côté de Mujinga Kabuji. Alors moi, Mujinga Kabuji, c'était vraiment, je la voyais quand j'étais plus jeune. Le fait d'être à côté d'elle, je me dis, mais non, ça veut dire que là, il passe la caméra sur elle, après c'est sur moi. Donc c'est trop bien. Toutes les photos qu'il y a eu, je les ai imprimées et tout. J'étais là, je suis avec Mujinga Kabuji. Même à la fin de la course, je lui ai dit, mais attends, j'ai cru avec toi, merci et tout. Elle Alors, est très sympa, Mujinga. ah oui, adorable. Alors là, j'étais trop contente. Mais après cet épisode-là, j'ai eu la Diamond League à Bruxelles en 2022, là où il y avait Shelly-Ann Fraser-Price et tout. Et j'étais pas si impressionnée que ça. Je me suis dit, c'est bon, j'ai eu toute mon expérience à Munich, alors que pas du tout. Mais j'ai quand même été contente parce qu'à la chambre d'appel à la Diamond League de Bruxelles en 2022, Shelly-Ann Fraser-Price, elle me dit, excuse-moi, tu peux me mettre le dossard? Et là, je me dis, wow, attends, je vais toucher le dos de la star. Du coup, là, je me dis, bon, redescends et tout, c'est qu'une course et tout. Et là, ça va, j'ai réussi à gérer. Même à Istanbul, au championnat d'Europe en salle, quand j'ai couru avec Mujinga Kabuji mes 3 courses, même à la fin, je lui ai dit, c'était trop bien de recourir avec toi et tout. Mais j'ai réussi pendant le championnat, en tout cas, d'être focus. Voilà, il y a Mujinga, mais je suis là aussi. Et puis au monde, championnat du monde, je me suis dit, voilà, enfin, maintenant, je connais l'environnement, c'est trop bien, mais je suis là aussi. Même si au début, j'étais un peu... bon, même s'il y a des grandes athlètes, j'ai ma place, hein. Fallait que je me rassure. Mais ça a été. Et puis, quand j'ai vu Mujinga à ce moment-là, bon, c'est Mujinga, quoi. Et moi aussi, je suis là. Et voilà, ça reste ma star, Mujinga. Elle a participé au podcast et elle Oui, je était sais. adorable. Je sais. J'ai vu. Est-ce que dans tes idoles, il y a une certaine Kim Gewart à qui tu pourrais bientôt Ah prendre des oui. records de Belgique? Alors là, oui, en plus, elle aussi, elle est très gentille. Je l'ai rencontrée il y a pas longtemps, donc c'est cool d'avoir des personnes gentilles dans notre entourage, on va dire. Et oui, mon but, c'est de battre son record. Ben, comme mon adversaire Rani Rosys en Belgique, on a le même objectif et puis on se pousse les deux, donc ça, C'est bien. c'est de bonne guerre. Mais sinon, Kim Gewart, je sais que son record sur 100 mètres, il est compliqué parce que c'est 11,04. Mais sur 200 mètres, il est encore plus dur parce que c'est 22,20. Donc là, je pense on va d'abord réfléchir aux 100 mètres. Après, c'est vrai que quand j'ai fait 11,03 avec du vent au championnat de Belgique, ça c'était incroyable parce que j'ai entendu tout le public faire «Oh!» et tout. Donc c'était trop bien. Après, je savais qu'il y avait beaucoup de vent parce que Il y avait combien de vent? plus 5. Ah oui, Donc là, mais même les courses d'avant, il y avait plus 6, plus 8. Donc c'était des vents inimaginables. Donc je savais que j'avais fait déjà quand j'ai vu le chrono, je savais déjà qu'il y avait du vent. Mais je me suis dit OK, donc mon corps il a fait ça alors que j'avais des douleurs à l'ischio à ce moment-là. Donc ça veut dire que si je continue sur cette voie-là, c'est possible qu'un jour il m'arrive de battre le record de Kim Gewart. En tout cas, je touche du bois et je vais tout faire pour, même si c'est pas l'année prochaine, j'essaierai l'année d'après. Et puis je pense que ma carrière, j'espère qu'elle va encore être longue. Voilà, c'est mon objectif. Mais moi, mon rêve ultime, c'est de baisser les 11. Donc, je vais tout faire pour. Je vais continuer de me reposer, de bien manger, bien dormir. Et au moins, je sais que dans ma vie, j'aurais mis toutes les conditions de mon côté pour essayer, au moins pour d'essayer. le fait d'avoir une autre Belge, Rani Rosys, c'est ça? Exact. Elle était aussi en finale à Istanbul, non? Oui, exactement, exactement. Le fait d'être à 2, vous êtes ensemble dans le relais, mais là vous êtes concurrentes, mais ça doit quand même être bien d'être à 2. C'est vrai que surtout elle, elle me dit que depuis que je suis là, elle aussi, ça a fait un élan dans sa carrière. Et puis c'est vrai parce qu'avant, elle courait, je sais pas, en 5 ans, des trucs comme ça. Et puis quand je suis arrivée, elle a fait 11, je sais pas, 11,28 et là cette année 11,18 et tout. Donc elle aussi, elle me remercie. Mais moi aussi, je la remercie parce que il y en a qui pensent peut-être qu'il y a une concurrence et tout, alors que pas du tout. Moi, je suis super contente. Enfin, on était en chambre ensemble à Istanbul. Enfin, il y a une bonne ambiance, on rigole bien. Et puis le fait de la voir réussir, ben c'est trop bien pour moi. Et puis même elle, quand de voir que je réussis aussi. Il n'y a pas d'histoire et je suis plutôt contente que ça se passe comme ça parce que je sais qu'avec mes adversaires françaises de sprint, il n'y a pas non plus de guerre, donc tout est correct, tout est clean, je les aime bien. D'ailleurs, mes meilleures amies dans l'athlétisme, on va dire, c'est que des sprinteuses. On arrive, on rigole, on se dit bonjour à l'échauffement et puis voilà, enfin, on s'entraide et moi, c'est tout ce que j'aime comme ça. T'arrives, t'as pas de prise de tête, y a pas besoin de tirer la tête à gauche à droite et c'est tout ce que j'aime. Voilà, donc c'est cool. De quoi t'aimerais être fière dans 5 ans?
en sachant que dans 5 ans, on est après les Jeux de Los Angeles? Alors, comme je sais pas encore ce qui se passera dans 5 ans, si j'imagine que j'ai vraiment donné le meilleur de moi et que je me suis bien entraînée, j'ai tout mis, tout ce qu'il fallait, tout ce que je pouvais donner à l'athlétisme, dans 5 ans, j'aimerais bien faire une finale au moins aux Jeux Olympiques de Los Angeles. C'est vraiment mon rêve pour 2028. C'est vraiment un top 8. Donc, je sais que c'est très compliqué, que c'est très, très dur. Mais je me dis, il me faut un objectif très dur pour me tenir quand même motivée, quand même quand il y a des jours un peu plus gris. Voilà, je me mets cet objectif très dur et j'aimerais vraiment que ça arrive. Et donc, ce serait ma plus grande fierté d'avoir réussi ça. Mais bon, si c'est pas le cas, je pense qu'avec l'évolution, je verrai. J'espère avoir quelque chose dont je serai fière à ce moment-là. Mais en tout cas, je compte pas m'arrêter d'ici 5 ans. Donc, on va faire pour que tout se passe bien, qu'il y ait le moins de blessures possible, que je continue de bien voir ma kiné, de prendre soin de nous, de faire attention quand on traverse la route et toutes ces petites choses-là. Mais c'est important parce que en un claquement de doigts, tout peut arriver. Donc, Une bordure de trottoir ou un truc. mais c'est ça, parce que je Ouais. connais quelqu'un en France qui c'était un très bon athlète du 400 mètres haies, qui s'est fait renverser par un bus et maintenant, enfin, qui a été dans le coma et tout. Je me dis, ah oui, ça peut arriver très très vite. Donc, vraiment être reconnaissant et faire très attention. Et je pense que dans 5 ans, si je continue dans cette voie, tout devrait bien se passer. Enfin, j'espère en tout cas. Et pourquoi tu vises la finale et pas la médaille olympique? Alors là, je pense que c'est encore trop tôt. Enfin, pour 2028, en tout cas dans 5 ans, je pense que c'est encore un peu impossible. Et puis si je me dis médaille olympique, pourquoi pas en 2036, hein, ou en 2032, 36. ou en 2032. Mais là, pour Los Angeles 2028, pour moi, c'est encore un peu impossible. Et puis, je me dis, il faut quand même se placer des objectifs un peu réalistes, même si une finale, c'est dur. Je me dis que c'est pas impossible. En tout cas, cette année, pour être en finale des championnats du monde, je pense qu'il fallait faire 11-0-0 ou peut-être 10-99. D'ici 5 ans, j'espère être dans ces zones-là. Donc, je pense que c'est possible de finale, même si tout le monde va évoluer. Mais une médaille dans 5 ans, j'y crois pas du tout. Et puis si je me mets ça en tête, je sais que c'est un objectif qui est pas du tout réaliste pour le moment. Et ça, c'est pas ce genre de truc qui va me motiver. C'est plus me dire une finale, là ça c'est possible. Donc je vais tout faire pour et après on pensera à la médaille. Une fois que j'aurai fait une finale, ok, on peut passer à autre chose. Ok. Et pour l'année prochaine à Paris alors? Parce que tu seras quasiment à domicile. Oui, ça c'est cool. Oui, pour Paris, bon, je suis pas du tout qualifiée encore. Voilà, je vais tout faire pour, je vais m'entraîner pour. Et puis, j'ai déjà eu des sollicitations du comité olympique belge, donc c'est déjà un point positif. Je me dis, ok, les gens y croient en moi, donc c'est possible. Le DTN, il me dit, bon voilà, l'année prochaine, si on continue dans cette voie-là, on sait possible. Mais voilà, rien n'est encore joué. Mais moi, c'est mon objectif de l'année prochaine, c'est me qualifier aux Jeux Olympiques. Et puis, faut se dire que ça reste comme les championnats du monde. C'est pareil, mais c'est des Jeux Olympiques, donc tranquille, on va pas se prendre la tête parce que j'ai pas envie de commencer à stresser comme au championnat d'Europe Espoir. Donc je prends ça vraiment tranquillement, même s'il faut quand même que j'ai une petite dose de stress et tout, d'adrénaline. Ça, je sais que je l'aurai. Mais voilà, ça reste comme les championnats du monde et je veux faire mieux que les championnats du monde. Je me dis, allez, on se qualifie pour les Jeux, c'est le premier objectif. Et après, tenter une demi-finale et après, on verra et tout. Mais vraiment, d'abord, c'est vrai que mon but, c'est de réussir à bien courir au championnat d'Europe à Rome parce qu'il y a ça Ouais. avant les Jeux. Donc ça, c'est très important. Ça va vraiment être une échéance vraiment très importante pour moi. Après ça, je pourrais me dire, oui, est-ce que c'est possible d'aller au jeu ou est-ce que c'est pas possible? Mais oui, c'est un rêve d'aller au jeu, mais on garde les pieds sur terre. Il y a d'abord les championnats d'Europe, il y a d'abord ça et tout. Et il faut vraiment que je continue de m'entraîner, continuer tranquillement et ça devrait le faire si ça se passe comme cette année, mais tout peut arriver. En plus, il y a peut-être parmi les meilleures européennes plein de filles qui vont pas faire les Europes parce qu'elles viseront les Jeux. Oui, ça j'ai entendu parler, mais on s'est mis en place un truc avec mon coach et moi, c'est que on parle pas des autres parce que ça a créé une ambiance de comparaison. Donc si elle va faire ça, elle va faire ça. Et puis peut-être ça me donnerait des idées de bon, s'il y en a qui font pas la salle, moi aussi je vais pas faire la salle. Alors que moi ça s'est très bien passé pour la salle. Puis il y a les championnats du monde en salle, donc je vais essayer aussi. Donc moi je me suis dit, on y reste focus sur nous. Si eux ils font pas ça, ben ils font pas ça. Mais nous on va rien changer par rapport aux années d'avant. Peut-être que dans le temps plus tard, que si je me sentais de pas faire la salle pour un grand championnat, je le ferais pas. Mais là, je vais pas du tout sauter la salle. Je vais pas du tout sauter les championnats d'Europe. Pour moi, c'est justement une opportunité de faire un grand championnat avant justement de faire les Jeux si je suis qualifiée pour les Jeux. Donc voilà. Et puis même si je me qualifie pas aux Jeux, au moins j'aurais fait les championnats d'Europe. Ok.
Si tu écoutes le podcast, tu dois savoir qu'il y a une question que je pose à tout le monde. Ce que j'aime dans l'athlète, c'est son côté universel. Oui. Ce que j'aime le plus dans l'athlète, qu'est-ce que toi t'aimes le plus dans l'athlète? Même si j'ai l'impression que tu pourrais me faire une réponse de 3 heures, vu que tu as l'air de vraiment, Adoré. vraiment aimer le sport. Alors, j'avais déjà vu que tu posais cette question, donc je sais déjà un peu quoi répondre. J'ai un peu sélectionné et tout. Et pour moi, vraiment, ce que j'aime le plus, c'est quand tu commences à te rendre compte que tu inspires les autres. Parce que là, je me dis, bon, ok, je fais ça, ça, ça. Mais quand je vais donner des cours à des petits jeunes, parce que là, par exemple, hier, j'ai été, comme je suis au Portugal en ce moment, j'ai été donner un cours d'initiation au starting block à des athlètes qui s'entraînent là où je m'entraînais avant. Et quand je me dis qu'ils me disent oui, je t'ai vu à la télé, oui, c'est trop bien, et ils me demandent des photos, et ci et ça, je me dis waouh, quand même, ils me suivent, c'est trop bien. Et puis même en Belgique, quand je vais là-bas et qu'il y a des petits qui me disent oui, t'as fait ça, oui, oui, c'est trop bien, tu m'inspires, un jour je serai comme toi et tout. Je me dis ah ouais, ça c'est cool. Et donc quand il y a des jours un peu plus gris à l'entraînement, je repense à ces jeunes-là qui donc quand même, même si j'ai pas fait grand-chose encore, j'inspire déjà les plus jeunes et ça c'est pour moi c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. C'est qui t'inspirait, toi, quand tu avais leur âge? Alors je regardais beaucoup de vidéos d'Usain Bolt et puis déjà à cet âge-là, je regardais Mujinga Kabuji alors qu'elle était dans ses débuts aussi, mais je me disais ok, moi je veux aussi ses cheveux quand je serai grande, donc c'était un peu c'était mon idéal, on va dire. Bon, maintenant, voilà, je suis grande, mais c'était même qu'elle était pas, elle faisait pas encore championne d'Europe. Je sais qu'elle a fait une fois 4e au championnat d'Europe et tout. Je me disais, oui, moi, je vais être comme elle et tout. Et là, c'est vrai que le fait d'être à côté d'elle, ça m'a fait un choc au début. Si t'étais moi, tu te poserais quelle question pour finir? Et après l'athlé. C'est vrai qu'après l'athlé, moi, je me suis toujours dit, je ferais pas d'athlé parce que j'en ai fait trop. Enfin, déjà, j'ai un Ok. petit début, mais je me dis que j'en ai fait trop et je me verrais pas faire coach ou kiné ou autre chose. Et comme je fais des études de droit, moi, je me disais, bon, je reste dans le droit international, j'adore ça. Mais c'est vrai qu'avec le temps, je me dis, passer du jour au lendemain de l'athlé à rien, ça va me faire bizarre. Donc, ouais, je suis encore dans le doute, mais je suis plus axée vraiment dans le droit international, les parlements européens, les choses comme ça, les commissions européennes. Mais à voir après 2036. Quel âge j'aurai en 2036? Je ne veux pas le savoir. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, enfin, je suis juste hyper contente d'avoir été interviewée par athlètes mondiaux et je suis super fière de passer dans ce podcast parce que c'est vraiment de grands athlètes qui passent ici. Je suis un peu impressionnée encore d'être ici et je suis hyper reconnaissante d'avoir pu être invitée et ça me donne envie de continuer et ça veut dire que les gens, ils apprécient ce que je fais et c'est incroyable. Bah, écoute, tout le meilleur pour l'année prochaine, Merci. en espérant te voir à Paris en 2024. Oui, ça marche. Merci beaucoup à toi, en tout cas. Merci Delphine d'avoir accepté mon invitation. Et merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Alors, vous allez me dire que je tourne en boucle, mais c'est super important. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Laissez 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcasts. Et envoyez vos épisodes préférés à vos amis passionnés d'athlètes. Je vous rappelle également que vous pouvez désormais me proposer des invités et soutenir le podcast en faisant une petite contribution sur Tipeee. Tous les liens sont disponibles dans les notes de l'épisode. Merci et à la semaine prochaine.